Alors, un point sur les activités. Alors, on reviendra sur les temps forts de l'année. Simplement retenir que déjà sur le plan opérationnel, les équipes ont été assez actives. On est en lien permanent avec les éleveurs, notamment à travers le téléphone. On est pratiquement, on n'est pas à 10 000 appels, mais tout près par an. Donc c'est un contact privilégié avec les éleveurs et avec nos adhérents et avec les vétérinaires. Globalement, c'est permanent. Un certain nombre de visites qui ont été réalisées par les équipes sur le terrain, en particulier dans le cas de Cascoudur, mais là, cette année aussi dans le cas de l'installation des jeunes éleveurs. On en retouchera un mot tout à l'heure. Ça fait partie des points globalement importants. Et puis évidemment, l'accueil des éleveurs et la rencontre sur un certain nombre d'événements qui sont des événements locaux. On pense à Panazol, Técovin notamment, mais on peut dire Saint-Léonard, on peut dire d'autres sur les comices. Et également au niveau régional, avec le sommet de l'élevage et national avec les Olympiades au Mourier. Voilà, donc simplement pour dire qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et que globalement il y a de l'activité. Du côté de la gouvernance, une gouvernance qui fonctionne. Et en tant que directeur, j'ai eu l'occasion de vous le dire dans les assemblées de section. Ce que je peux vous confirmer, c'est que c'est un conseil d'administration qui n'est pas un conseil d'administration de béni oui-oui. Ça cogite, ça bouge. Donc une bonne dizaine de rencontres du conseil d'administration du bureau cette année. On a même initié le fait que le bureau se retrouve quasiment tous les 15 jours dans une visio commune. Une participation de plus en plus importante de vos représentants, des administrateurs dans les entités décisionnelles, qu'elles soient à la région ou qu'elles que soient au national, avec en particulier cette année, mais on touchera un mot peut-être tout à l'heure, de la constitution d'un groupe au niveau national qui s'appelle Graines de GDS, à l'initiative du président de GDS France qui regroupe, on va dire, des jeunes administrateurs pour apporter des idées nouvelles et faire de l'innovation. Et donc on a Flavie et Julien du conseil d'administration qui ont décidé d'y participer sur la dizaine d'administrateurs nationaux. Et puis des formations, que ce soit des formations au niveau national ou les formations globalement de prise de parole. Alors je vais prendre mon petit calepin parce que j'ai un peu de peine à voir ce qui est écrit sur le micro. Alors, le point important sur la gouvernance cette année, et ça c'est un des temps forts de l'année, c'est qu'on finit un peu un cycle de 5 ans là, au niveau de la CDAS. Et il a été important aux yeux du conseil d'administration d'essayer de repositionner la CDAS sur les 10 années qui viennent, 2025-2035. En plus, il ne vous a pas échappé qu'il y a un directeur qui s'en va. Donc, ça permet de fixer une feuille de route à celui ou à celle qui arrivera. Simplement, donc c'est un travail qui s'est fait sur la fin de l'exercice, sur la fin de l'année 2025. Pas vraiment de l'exercice 25-26, mais c'était à la fin de l'année 2025. Et ça a été une activité globalement intense. Autre point fort de l'année, c'est la structuration d'action, le renforcement d'action avec le département. On a retenu 3 événements, au-delà du travail quotidien qui peut être fait avec les équipes. C'est à Panazol la signature, le renouvellement d'une convention triennale avec le laboratoire. L'avantage de 3 ans, c'est que ça donne de la visibilité aux uns et aux autres par rapport à la prophylaxie. Le lancement du kit intro au vin qui s'est fait au Técovin. On avait déjà lancé l'année d'avant le kit intro bovin. Ce kit intro, il est financé à plus de 90% par le département et la CDAS. Et puis le lancement important, là on mise sur l'avenir, d'un accompagnement des jeunes installés. Il y a à la date d'aujourd'hui 17 éleveurs, je crois qu'il y en a dans la salle, qui ont bénéficié de ce plan d'action qui vise en fait à leur donner les clés de la réussite de leur installation sur notre métier qui est l'action sanitaire. Alors, le partenariat parallèlement à ça a été assez actif avec
on a retenu notamment deux événements importants. Panazol, où globalement nos équipes, avec celle de Bovins Croissance et d'autres collègues, ont pris le relais de la Chambre d'agriculture sur l'organisation de Panazol, avec un appui logistique et de coordination important. Et puis le Tech-Ovin, dans le cadre d'une action à la fois avec la FRGDS Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du pôle, et GDS France, dans le cadre du pôle santé qui a été créé par Tech-Ovin, mais également l'accompagnement via notre filiale de la situation des tondeurs de moutons, dans lequel il y a un dynamisme et ils sont punchy les gars. Hein. Bon, il y en a certains qui sont dans la salle. C'est véritablement un exemple à suivre. Donc ça, c'était un peu les temps forts. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du métier, c'est-à-dire la partie sanitaire. Alors en fait, on a 4 axes de travail. Hein. L'axe de la surveillance. On dit souvent que les GDS, ils sont appuyés sur un tabouret à 4 pieds. Hein. Alors, on disait souvent 3, moi j'ai tendance à en rajouter un 4e. La surveillance des maladies, la prévention contre les maladies, la lutte contre les maladies, et je rajouterai la solidarité entre éleveurs, puisque vous avez vu tout à l'heure ce qu'on a évoqué en termes de fonds de financement. Donc, sur le plan de la surveillance, du côté des bovins, environ 2200 élevages sont concernés. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail des résultats, vous les avez dans vos plaquettes, mais retenez simplement qu'on a 2200 élevages, un peu moins que l'année dernière, donc il y a 50 élevages de moins sur le département. Il y a une quarantaine de cabinets vétérinaires qui interviennent pour faire ces actions sanitaires et on peut évaluer à environ 120 vétérinaires et vacataires qui interviennent pour ces actions de prophylaxie. Un petit mot, vous voyez quand même ce qui est important, on en parlera tout à l'heure parce que c'est quand même un des sujets de l'année, à peu près 100 000 bovins qui sont surveillés en matière de tuberculose de façon prophylactique. Juste un mot, hein, l'IBR, on est passé de à peu près 140 à 150 000, voire même 160 000 il y a 4 ou 5 ans, à 60 000 du fait de la mise en place de la LSA et de l'assainissement des cheptels. Pour ce qui concerne les autres espèces, bon, du côté des caprins, une 60aine d'élevages sont concernés, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Du côté des ovins, environ 350, et puis du côté avec des actions particulières, et puis du côté des porcins, environ 200 élevages référencés. Donc là, on travaille en collaboration avec nos collègues de l'ex-Limousin. Je salue Boris, que j'ai vu tout à l'heure, voilà, qui est le collègue de la Creuse, puisque cette prophylaxie est assurée par nos collègues de la Creuse dans le cadre d'une collaboration au sein de la SPNA. Alors là, on va rentrer un peu dans un sujet un peu plus raide, qui est celui de la tuberculose. Alors, je l'ai intitulé comme ça, la tempête avant le calme. C'est, ou non, plutôt comme je dit, oui, la tempête après le calme, plutôt. Hein, parce que, écoutez, l'année dernière, quand on s'est vu ici, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de foyer de tuberculose. On avait 45 suspicions. On avait eu 45 suspicions sur 100 000 bovins, 0,05%, 0,5 pour 1000, ça faisait quand même pas beaucoup. Après, et on s'était dit ouf. C'était ouf, mais l'année dernière déjà, on s'est dit, par contre, on a déjà 2 suspicions un peu qui sentaient pas très très bon. Hein. Cette année, c'est pas compliqué, tout a explosé. Tout a explosé. On a actuellement 12 cas 12 foyers en moins d'1 an qui ont été référencés et notifiés, et globalement une explosion des cas de tuberculose. Le président y reviendra tout à l'heure dans son rapport, mais on a sûrement loupé quelque chose, hein, tous les uns les autres. On a eu l'occasion d'en parler pas mal dans nos assemblées de section. Néanmoins, quand on est face à ça, il ne s'agit pas de simplement subir, mais plutôt d'être dans l'action. C'est ce qu'on a choisi. Premier point, accompagner les élevages foyers. Et là, je peux vous dire qu'il y a une mobilisation très très forte, tant des administrateurs que des équipes, sur le plan sanitaire ou sur le plan de la désinfection, très très forte. Un travail de prévention avec l'information. Donc, on a
Vous savez, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on fait des sessions de formation sur la biosécurité. Tous les années, on a pratiquement 15% des éleveurs du département qui ont participé à ces sessions de formation. Donc c'est important et on en a eu notamment 5 avec 75 éleveurs qui ont été concernés cette année. Les diagnostics biosécurité. Donc ça, on fait ça en collaboration avec la région et le département, mais aussi avec l'État depuis 2025. Un gros travail de diagnostic avec notamment Émilie qui assure la grande majorité de ces diagnostics. Alors le point fort de 2025-26, très clairement, c'est la faune sauvage. On a très clairement l'objectif, c'est d'être capable de maîtriser l'impact de la faune sauvage en matière de développement de la maladie. Et on a renforcé l'équipe avec l'arrivée de Paul Champalou. Alors il est parmi vous, là, il vous a accueilli sans doute tout à l'heure, qui est là pour coordonner un petit peu les actions. On a décidé de remettre un peu le paquet là-dessus parce que c'est un des volets importants dans la maîtrise de la maladie. Et puis le dernier point, évidemment, enfin pas le dernier point, l'autre point, c'est évidemment la surveillance avec l'ensemble du réseau des vétérinaires sanitaires, que ce soit en IDC ou que ce soit dans le cadre des contrôles abattoirs. C'était quand même, honnêtement, la tuberculose, c'est quand même un point très très important qui nous mobilise fortement, mais je pense que Pascal en reparlera tout à l'heure, Pascal Martens, qui est le référent national à ce sujet. Du côté de la BVD, c'est l'inverse. On ne va pas dire que c'est fini, hein, bien au contraire. On l'a vu sur la tuberculose, jamais rien n'est fini. Mais finalement, le plan mis en place dans les années 2021-2022 donne son efficacité. On a eu 3 cas l'année dernière. Je touche un peu du singe là, mais depuis le début de l'exercice, depuis le début de la campagne, on n'a pas eu de cas. On a divisé par 10 les IPI et les foyers et par 8 le nombre d'IPI. Un point qui nous avait beaucoup embêté l'année dernière, il y a 2 ans, c'est la fièvre catarrhale et la MHE. La MHE est devenue anecdotique. Par contre, du côté de la fièvre catarrhale, globalement, on se l'est payé en 2023, en 2024-25. Et très clairement, ça fait mal, très très mal, puisqu'on a à peu près 8% de veaux qui sont nés en moins sur la campagne dernière. Et je parle bien de la campagne dernière, je ne parle pas de la campagne en cours. Et ces veaux-là, mais je pense que Julien nous en parlera tout à l'heure, lors de la table ronde, globalement, il manque sur les marchés et il manque dans la trésorerie des exploitations. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Alors j'espère que ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Évidemment, le deuxième dossier important, c'est celui de l'ADNC. Donc normalement... En ce moment même, une crise silencieuse se propage dans les campagnes françaises. Aujourd'hui, on va se pencher sur la bataille contre ce qu'on appelle la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. C'est une maladie qui met vraiment en péril tout l'élevage bovin en France. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, cette invasion virale. Ensuite, comment la maladie se propage. On parlera de la défense à 3 volets, puis on répondra à quelques questions un peu compliquées, avant de voir le chemin vers l'éradication. Bon, alors tout commence avec l'arrivée de cet envahisseur, un ennemi invisible, mais vraiment dangereux, qui a débarqué sur le sol français. Et ça a été très très vite. Tout a commencé avec un seul cas, en Savoie, en juin 2025. Quelques mois plus tard, en décembre, on parlait déjà de plus de 110 foyers dans 9 départements. Et aujourd'hui, le combat est loin d'être terminé. Mais alors de quoi parle-t-on exactement? C'est quoi cette fameuse DNC au centre de la crise? Pour les bêtes, c'est vraiment dévastateur. On parle de fièvre très haute, jusqu'à 41 degrés. Les animaux sont complètement abattus, ne mangent plus. Pour les vaches laitières, la production s'effondre. Et puis il y a ces nodules, ces boules douloureuses sur la peau, et même à l'intérieur du corps. Au final, ça peut rendre les animaux improductifs à vie ou même les tuer. C'est un vrai cauchemar pour les éleveurs. Ok, donc on a un virus. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'il se déplace? C'est ça, la clé. Si on comprend comment il voyage, on comprendra pourquoi la riposte est si particulière. Eh bien, les coupables, ce sont des insectes. Des mouches, des tans, des insectes tout à fait courants qui se nourrissent de sang. Imaginez-les comme des mini-seringues volantes. Une mouche pique une vache malade, le virus se colle à sa trompe, et hop, elle s'envole piquer une vache saine juste à côté. Le virus est transmis, c'est aussi simple et terrible que ça. Et là, on se retrouve face à un double problème. D'un côté, il y a la propagation locale à cause des insectes. C'est lent, ça se propage de ferme en ferme, sur quelques kilomètres. Mais de l'autre, il y a le transport par camion.
Une seule vache infectée, qui n'a pas encore de symptômes, peut monter dans un camion et amener le virus à l'autre bout de la France. Et là, on a un nouveau foyer qui démarre à des centaines de kilomètres. Alors, face à cette double menace, les autorités ont mis en place une stratégie, une sorte de plan d'attaque en 3 points qu'on appelle le triptyque. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé pour l'occasion, c'est une méthode qui s'inspire de ce qui a fonctionné dans d'autres pays. Ce triptyque, il est basé sur 3 piliers. Le premier, c'est l'abattage. Ça veut dire qu'on élimine tous les animaux d'un troupeau dès qu'un cas est détecté. Le deuxième, c'est le zonage. On crée des périmètres de protection et de surveillance autour des foyers, avec des contrôles très stricts sur les déplacements d'animaux. Et le troisième, c'est la vaccination. On vaccine en masse pour créer une sorte de mur, un cordon sanitaire, pour que le virus ne puisse plus avancer. Bon, on va pas se mentir, la partie la plus dure à comprendre et à accepter, c'est l'abattage. C'est évidemment la plus controversée. Alors essayons de voir la logique scientifique qui se cache derrière ces décisions qui sont, il faut le dire, terriblement difficiles. Et la première question qui vient à l'esprit, c'est bien sûr, mais pourquoi on ne soigne pas les vaches qui sont malades ? La réponse, elle est assez brutale. C'est un virus. Et contre ce virus, il n'y a tout simplement aucun traitement qui existe, ni antibiotiques, ni rien d'autre. Donc, un animal malade est non seulement incurable, mais il devient une source de contamination énorme pour toutes les fermes des environs. En gros, chaque bête malade est une bombe à retardement viral. D'accord, mais alors, ça nous amène à une question encore plus terrible. Pourquoi on abat aussi les animaux qui ont l'air en parfaite santé dans le même troupeau ? C'est là que le côté ennemi invisible du virus prend tout son sens. La période d'incubation peut durer plus d'1 mois, jusqu'à 35 jours. Pendant tout ce temps, une vache peut être infectée, contagieuse, mais ne montrer absolument aucun signe de maladie. C'est impossible à l'œil nu de savoir qui est sain et qui est un porteur silencieux. Et c'est ça le piège. Une autre chose qui peut paraître bizarre, c'est d'entendre que des vaches vaccinées tombent quand même malades. On se dit, à quoi sert le vaccin alors ? Comment c'est possible ? En fait, c'est une question de timing. Quand une vache est vaccinée, son système immunitaire ne la protège pas instantanément. Il lui faut du temps pour apprendre à combattre le virus. Ce temps, c'est environ 3 semaines. Donc, pendant 21 jours après la piqûre, l'animal est toujours vulnérable. S'il est infecté juste avant la vaccination ou pendant cette fenêtre de 3 semaines, il tombera malade malgré tout. Le vaccin n'a pas eu le temps d'agir. Donc on a ces mesures, elles sont dures, mais elles sont là. Alors quel est le but de tout ça ? Où est-ce qu'on veut en venir ? Pour comprendre pourquoi il faut agir si vite et si fort, il y a un chiffre. Un seul chiffre qui fait froid dans le dos. Une ferme qui se trouve dans un rayon de 4,5 km d'un foyer a plus de 95% de chances d'être contaminée à son tour. Plus de 95%, c'est quasiment une certitude. Face à ça, on comprend qu'il n'y a pas de demi-mesure possible. On pourrait se dire, pourquoi ne pas juste vacciner toutes les vaches de France et on n'en parle plus ? C'est une bonne question, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, la logistique. Vacciner 16 millions de bovins, ça prendrait plus d'1 an. Ensuite, il y a le commerce. Un pays qui vaccine massivement perd son statut indemne de la maladie, ce qui bloque plein d'exportations. Et enfin, sanitairement, si on ne vaccine pas tout le monde parfaitement, le virus peut continuer de circuler à bas bruit, caché, et c'est encore plus dur de le repérer. Et c'est important de comprendre que les organismes comme les GDS, qui sont en première ligne, insistent sur un point. Leurs décisions ne sont pas politiques. Elles sont basées sur la science, sur les retours d'expérience, et leur but est de défendre l'intérêt collectif de tous les éleveurs de manière rigoureuse. Et c'est ça le point le plus important à retenir. Le but final, ce n'est pas d'apprendre à vivre avec la DNC. L'objectif, c'est de l'éradiquer, de la faire disparaître complètement du territoire français pour protéger l'ensemble du cheptel et toute l'économie qui en dépend. Finalement, cette crise de la DNC en France, elle nous pose une question qui nous dépasse tous. Dans un monde où les maladies voyagent aussi vite que les marchandises, avec le changement climatique qui change la donne, comment fait-on ? Comment trouver le juste équilibre entre les impératifs économiques et la nécessité d'agir vite, fort, pour protéger la santé, qu'elle soit animale ou autre ? Alors, on s'est dit que ça valait le coup de repasser ce petit film plutôt que de réinventer la poudre à canon sur la DNC parce que c'est un travail qui est assez simple et didactique. Si vous avez évidemment des questions, etc. là-dessus, on pourra en parler en particulier au moment de la table ronde. Donc, finalement, pour nous, ça a été quoi ? Les actes et conséquences. Le premier point, c'est déjà, ce qui est un point important, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, depuis le 1er janvier, ou le 8 janvier, on n'a plus de cas au niveau national, même s'il y a un cas qui a pété en Espagne il y a une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, dans un cheptel qui était en zone réglementée, mais qui n'était pas vacciné. Donc, deuxième point, à notre niveau. À notre niveau, on a fait beaucoup d'informations. Une information auprès des opérateurs commerciaux,
Vous voyez, à peu près 80 messages. On a eu des retours positifs. Hein. Je vous ai mis un retour qui est celui d'un cabinet vétérinaire sanitaire. Donc, globalement, premier objectif, informer au maximum de manière à ce que... et puis si, globalement, il y avait 3 informations identiques qui arrivaient sur les mêmes mails au même moment parce que les gens sont dans différents réseaux, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que l'information passe. Vis-à-vis des éleveurs, on a fait de la communication par voie de presse, par newsletter. On a organisé aussi 3 réunions. Une réunion dans cette salle au mois de septembre, au moment où, à la rentrée. Et puis 2 réunions dans l'hiver, avec l'appui des vétérinaires en particulier Eric, mais également son confrère Doradour. Autre point, on a recontacté tous les élevages qui avaient été amenés à rentrer des animaux qui venaient de la zone avant qu'elle soit globalement réglementée, de manière à sensibiliser et à vérifier l'information dans un travail qui a été fait en collaboration avec les vétos. Après, il y a une chose qu'on n'a pas comprise, moi le premier, c'est qu'on s'est pris, comme un certain nombre de collègues des GDS, des tas de fumier, tout un tas de cochonneries qui nous est arrivé comme si la DNC c'était de notre responsabilité. Mais je ne veux pas m'étendre sur cet aspect-là, je pense que le président y reviendra dans son conseil, dans son rapport. Et puis on a aussi donné un coup de main à nos collègues des Pyrénées-Atlantiques dans l'enregistrement de la partie vaccination important pour être capable de libérer la zone au plus vite. Donc, je ne suis pas revenu sur la totalité des actions sanitaires, mais on va dire qu'on est revenu sur les 3-4 qui étaient les plus importantes. Pour terminer ce rapport d'activité, un point important, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la partie solidarité. Donc on a pratiquement 250 éleveurs qui ont été accompagnés sur le plan financier, sur la base de fonds qui sont 4 fonds, un fonds départemental, un fonds régional, un fonds national qui sont gérés par les GDS et un fonds interprofessionnel accompagné par l'Europe qui est le FMSE. Les éléments vous les avez dans les plaquettes. Si besoin, vous pouvez vous y référer. Ah pardon, j'avais simplement oublié de vous passer le slide. Dernier point, c'est la filialisation. Non, avant-dernier point, c'est la filialisation qui est, je vous l'ai dit, effective depuis le 1er janvier 2025 pour à la fois les prestations et les actions commerciales d'approvisionnement et le magasin, duquel s'est inséré dessus le contrôle de qualité de semences et l'ingénierie qu'on faisait déjà préalablement. Donc environ 1 500 000 € de chiffre d'affaires, donc qui est aujourd'hui intégré dans la MRSA Service, la filiale commune avec la CIAVL. Dernier point, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont concernés dans la salle, les actions en lien avec la recherche. Donc historiquement, on a un travail régulier avec l'Université de Limoges et avec le CHU, notamment EMIS, et je salue Claude Couquet qui est avec nous aujourd'hui, qui est un fidèle. Parallèlement à ça, on a travaillé sur 5 dossiers de recherche appliqués. Les dossiers globalement à boire, Paramel et Prisme qui sont sur la paratuberculose, Arizona sur les problématiques de parasitisme et Climagène sur l'adaptation génétique aux évolutions climatiques. Et ça s'est fait avec un certain nombre de partenaires. Je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'il y a aussi bien des partenaires financiers que des partenaires d'ordre technique. Voilà, Président, moi j'en ai terminé pour mon rapport d'activité.